Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Lorsque j'ai lancé ce podcast, j'avais en tête une liste de femmes que j'espérais pouvoir interviewer un jour. Entre elles a à peine 5 mois et je suis heureuse de recevoir aujourd'hui l'une de ces femmes. Maureen Anité est la fondatrice de Nana Wax, une marque de prêt-à-porter présente dans plusieurs pays africains et à l'international. L'histoire de Nana Wax commence par la création d'un groupe Facebook dans lequel Maureen partage son amour du pagne et ses premières créations alors qu'elle est étudiante en France. Son groupe finit par compter près de 200 000 membres amoureux de ses créations et de son style. Elle rentre au Bénin, son pays natal, et lance Nana Wax, un nom qu'elle choisit en hommage aux Nana Benz, ces femmes togolaises qui ont fait fortune dans la vente du pagne. Le pagne, ou tissu pagne, est une étoffe colorée très populaire en Afrique et redevenue très à la mode auprès de la jeune génération. Nana Wax a su en moderniser l'usage en conservant les motifs et coloris très populaires, mais en remplaçant la rigidité du coton par des matières comme la soie et en proposant des coupes plus contemporaines. Elle fait de même pour d'autres tissus traditionnels africains comme le bogolan, un autre textile originaire d'Afrique de l'Ouest. Maureen est une personnalité très populaire et influente sur les réseaux sociaux et sollicite régulièrement sa communauté dans le cadre d'opérations à but non lucratif ou pour promouvoir le travail d'autres jeunes créateurs. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Maureen, bienvenue dans Entre elles. Bonjour, comment vas-tu? Je suis très contente de participer aujourd'hui. Oh, merci. Écoute, c'est un véritable plaisir de te recevoir dans ce podcast. Je sais que tu es très sollicitée, que tu es très sélective dans le choix de tes interviews, donc je te remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Pas de quoi. Je le disais en introduction, tu es une personnalité extrêmement connue et influente sur le continent africain et au-delà. Tu es la fondatrice de Nana Wax, une marque de prêt-à-porter africain créée en 2013. Il y a déjà énormément de presse et d'articles sur toi et sur les débuts de ta marque. Alors je te propose un angle plus thématique dans notre conversation aujourd'hui. Pour commencer, parlons de la réalité de l'entrepreneuriat en Afrique, telle que tu l'as vécue. Tu es une femme et tu as lancé une entreprise assez jeune. Finalement, tu as rencontré plus de difficultés du fait de ton âge, justement, que du fait d'être une femme, notamment dans les rapports hiérarchiques avec tes employés. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, je peux en parler. Alors en Afrique, il y a vraiment le respect des aînés. C'est de notre culture, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Faut toujours respecter l'aîné, c'est l'aîné qui a raison. Sauf qu'ils transposent ça dans le monde du travail et ce qui n'est pas du tout professionnel, mais vu que c'est des personnes qui ont été éduquées comme ça, ils estiment que si ils sont plus âgés que toi, tu ne peux pas les reprendre même s'ils ont tort, même si quelque chose est mal fait. Et ils trouvent alors que tu leur manques de respect. Alors que dans le travail, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience et de travail bien fait. Même si tu as 50 ans et que tu fais mal ton travail, je vais te reprendre autant que je reprendrai un employé qui est moins âgé que moi. Moi, je regarde pas l'âge, en fait. On parle pas d'âge, on parle de compétences. Pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que tu as rencontré au début des difficultés similaires dans les relations avec la clientèle? Tu parlais du respect des aînés. J'ai lu que tu as rencontré des situations où des clientes plus âgées te disaient, par exemple, qu'elles t'ont connue petite, que tu leur dois donc une remise ou un cadeau. Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le continent africain, ça peut paraître un peu délirant, mais c'est une forme de réalité. En fait, ça c'était vraiment dans mes débuts et surtout au Bénin. En Côte d'Ivoire, ça m'est arrivé peut-être 2 fois, mais au Bénin, ça m'arrivait vraiment tout le temps. Eux, ils sont vraiment en mode je suis plus âgée, je dis ce que je veux, je demande des réductions. Et quand tu refuses, on trouve que tu manques de respect. Je dis, mais c'est pas une question de respect ou pas. C'est des prix fixes pour tout le monde. C'est pas la tête du client. C'est pour ça que je fais du prêt-à-porter. Et les gens étaient vraiment braqués et puis le prenaient très mal. Donc après, moi, je n'ai pas fait mon business pour plaire aux gens. J'ai fait mon business pour vendre tout en respectant la clientèle et avoir les mêmes règles pour tout le monde et non à la tête du client. Donc bon, ce qui a été bien avec moi, c'est que j'ai un mental assez fort et que je ne me laisse pas influencer par ce que quelqu'un va penser ou ce que quelqu'un va dire pour faire mon business. C'est pour ça que j'ai pu arriver où je suis aujourd'hui. Donc ça ne m'a pas atteint, mais c'est vrai que j'ai eu cette situation
s'est posé plusieurs fois. Justement, tu parles là de ton tempérament. En anglais, on dit thick skin, donc avoir la peau dure pour arriver à traverser les difficultés et ne pas se laisser atteindre par les mots et les critiques qui peuvent être bienveillantes, mais parfois ne le sont pas. Tu as vécu des choses assez dures au début. Ce dont on parlait là, les personnes qui demandent des réductions, c'est finalement anecdotique. J'ai lu il y a quelques années qu'un jour tu es arrivé dans l'une de tes boutiques et que quelqu'un avait répandu du sang de poulet partout dans le magasin. Tu as également parlé de trahison d'amis. C'est quand même assez violent, voire traumatisant, surtout pour une personne jeune qui débute. Pour un entrepreneur africain, est-ce que tu penses que la réalité, c'est ça véritablement lorsqu'on a du succès, ou en tout cas qu'il faut être préparé à ce genre de situation? Oui, il faut être préparé à ce type de situation. Oui, parce que en Afrique, on te met les bâtons dans les roues, que ce soit moralement, physiquement, mystiquement, de toutes les manières possibles en fait. Et si tu n'as pas le mental qu'il faut, ben tu vas vite abandonner parce que tu vas te dire, ok, j'essaie de faire quelque chose pour moi, pour gagner de l'argent, pour peut-être aussi aider la communauté, pour développer mon pays. Et tu reçois tellement de bâtons dans les roues qu'au final, tu laisses tomber et tu pars. La plupart des gens de ma génération qui ont été étudiés à l'étranger et qui sont revenus au pays, je pense que 80% ont laissé tomber et sont retournés en Europe pour travailler pour des gens ou qui sont restés au pays mais ont laissé l'entrepreneuriat parce que c'était tellement difficile à supporter que si ils avaient pas le mental en fait pour ça. Et c'est vraiment une question d'endurance et de mental pour pouvoir passer tout ça et ne pas abandonner parce que c'est vraiment beaucoup plus facile d'abandonner que d'essayer de continuer. J'ai vu une de tes interventions à une conférence où tu disais il faut être déterminé, il ne faut pas lâcher, peu importe les trahisons, peu importe ce que vous allez vivre, il ne faut pas lâcher. Qu'est-ce qui fait que justement toi tu as ce mental? Est-ce que tu dirais que c'est ta personnalité, que tu es comme ça depuis le départ, ou est-ce que finalement de t'être lancé dans cette aventure, ça t'a beaucoup endurci et est-ce que ça t'a transformé d'une certaine façon? Déjà, je pense que c'est vraiment un aspect de ma personnalité. Je suis quelqu'un, même quand j'étais à l'école, euh, je ne me laissais pas brimer. Je répondais toujours malgré que j'ai été la plus petite de la classe, la plus frêle. Je me suis jamais laissé marcher sur les pieds en fait. Donc j'ai toujours été comme ça. Je me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Et encore plus quand j'ai commencé à mon business avec Nana Wax, j'ai vu que c'est quelque chose qui m'a été très utile pour évoluer et c'est quelque chose qui a permis que j'arrive à réussir quand même ce business et travailler dans Nana Wax en faisant des erreurs dans beaucoup de choses, dans mon impulsivité, dans mes réponses, dans mon je m'en foutisme et tout ça. Toutes ces expériences ont fait que je suis devenue plus dure et que j'ai eu vraiment la peau beaucoup plus dure pour encaisser certaines choses. Parce que comme je dis, quand j'étais enfant, je ne me laissais pas faire. Ça veut dire juste que tu m'insultes, je t'insulte. Tu me fais du mal, je te rends du mal. Alors que quand tu as un business, même si un client te parle mal, tu dois pas lui répondre mal. Et au départ, c'est ce que je faisais. J'estimais que tu me manques de respect, je te remanque de respect. Alors qu'il faut être beaucoup plus diplomate. Et pour être professionnel, en fait, il y a des choses qu'on est censé encaisser. Et au départ, je ne le faisais pas, je ne connaissais pas ça, je ne maîtrisais pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment changé. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon attitude, dans mon impulsivité, dans ma manière de gérer mon entreprise, en fait. Parlons d'un élément important dans le lancement d'une entreprise ou dans le fonctionnement durable d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ce sont les infrastructures. Là, on a parlé des éléments qui peuvent affecter le mental d'un entrepreneur et de toutes ces choses qui sont propres d'une certaine façon à l'environnement culturel en Afrique. Maintenant, quand tu décides de te lancer et que tu montes l'infrastructure, pour un business qui finalement a pris un essor très rapide, comment tu gères les difficultés qu'on rencontre au quotidien, déjà même en tant que citoyen, comme les problèmes liés aux coupures d'électricité ou à la douane par exemple. J'ai lu que tu avais 5 ateliers de couture en Afrique. Comment tu fonctionnes sur des éléments comme ceux-là qui sont finalement incertains? Comment tu gères l'incertitude? Je gère l'incertitude en m'octroyant ou en donnant des délais beaucoup plus longs. Je sais que dans ma vie, je ne peux gérer que moi, ma personne. Donc, c'est quelque chose que je peux faire moi-même. Je peux donner un délai sûr et le respecter. Mais dans la production et dans les délais de livraison,
Je donne un exemple. Si je sais que il me faut un mois pour livrer, pour faire une collection, je me donne 3 mois et demi. C'est-à-dire que j'essaie de donner à chaque fois 3 fois plus de temps. Et comme ça, ce qui fait que depuis que j'ai créé mon entreprise jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu un retard de livraison jusqu'aujourd'hui. Parce que je donne toujours des délais vraiment beaucoup plus longs. Et comme ça, j'arrive toujours à livrer à temps ou dans 90% du temps en avance. Donc, j'ai compris très tôt que il y a tellement d'aléas, que ce soit les coupures de courant, les soucis avec la douane, les soucis dans la production, les employés qui vont démissionner ou qui tombent malades, qui doivent aller aux funérailles. Il y a tellement de choses, de paramètres qu'on ne maîtrise pas, qui viennent interférer, que je donne toujours 3 fois. C'est ce que je fais à chaque fois. Je donne toujours des délais 3 fois supérieurs à ce que je pense que ça peut prendre. Et du coup, je suis toujours dans les temps. Et est-ce qu'à certains moments, tu t'es dit, vraiment, c'est trop compliqué de faire ça ici, je serais mieux dans un environnement où justement la fourniture d'électricité est assurée et où j'aurais pas à gérer toute cette incertitude ou pas du tout? C'est vrai que avant, j'avais beaucoup plus d'ateliers, mais aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins. J'en ai que 2, en fait. Et les 2, ils sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire des choses sur le continent. J'ai voulu vraiment travailler en disant oui, Made in Africa, tout ça. Mais dans la réalité, en fait, c'est pas possible. Les gens ne respectent pas les délais, par rapport aux finitions, par rapport, à la mentalité, c'est vraiment très compliqué à gérer et ça te donne beaucoup plus de stress qu'autre chose. Je me suis dit, ok, tu as essayé pendant 3, 4 ans de le faire sur place, mais c'était beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Du coup, j'ai délocalisé. Et c'est pas une question de je veux pas faire du Made in Africa ou quoi que ce soit, mais dans la réalité, si tu veux avoir une marque, si tu veux avoir de vrais ateliers, si tu veux avoir euh, une marque avec des délais de livraison qui respectent les normes internationales par rapport aux tailles et tout ça, tu ne peux pas en fait. Parce que si tu dois le faire, il faut que la formation à la base soit déjà bien faite. Et c'est des gens qui sont pas vraiment formés comme dans d'autres pays. Donc, moi, je peux pas faire ce travail. Je n'ai pas étudié les patrons, je n'ai pas étudié tout ça. Donc, je peux pas venir former des employés en disant, et je peux pas être aussi derrière eux chaque minute. Donc, du coup, j'ai dû laisser tomber. Et aujourd'hui, j'en ai que 2 et les 2 sont à l'étranger. Ils sont pas en Afrique, en Chine et en Turquie. Et il y a certaines choses que je fais en Italie aussi, mais du coup, il y a très peu, bon, il y a toujours la section hommes que je fais en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, ça fait peut-être 10% de la production que je fais en Afrique seulement. Et le reste, j'ai dû délocaliser. Tu as touché à l'aspect lié à la formation. Tu disais que si on avait le 10e de ce qu'ils ont en matière d'éducation et d'infrastructure, on pourrait dépasser la Chine et que pour toi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. À ton avis, qu'est-ce que ça te demande? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui revient au pouvoir public, au secteur privé par le biais d'investissements dans l'éducation, ou est-ce que pour toi, le système éducatif doit être repensé depuis le départ? Je pense que c'est quelque chose qui doit être repensé depuis le départ et ça revient au service public, je pense à l'État ou je sais pas ce qui s'occupe. En tout cas, c'est par rapport à l'éducation. L'éducation scolaire et surtout l'éducation scolaire parce que j'ai beaucoup de problèmes même avec mes vendeurs et tout ça des choses qui sont censées être normales que moi je trouve qu'on n'a pas besoin d'enseigner, c'est des gens qui n'arrivent pas, par exemple, comment ranger quelque chose. Je donne un exemple tout simple, hein. Il peut avoir des vêtements qui sont gros, d'autres qui sont plus fins. Il faut mettre les gros en bas et les plus fins en haut parce que si tu mets les plus fins en bas et les gros au-dessus, ça va glisser, ça va tomber. Et je sais pas, c'est juste de la méthodologie, c'est juste de la logique et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas cette logique-là. Et je sais pas si c'est l'école qui fait ça ou à la maison, mais je veux dire, tout est à refaire en fait, tout est à repenser. C'est quand tu prends un employé ici, tu dois vraiment tout lui apprendre. Même quand ils te disent, oui, j'ai un master en ci, des simples choses qui doivent être logiques, il faut leur apprendre en fait. Et c'est ce que je comprends pas. Donc, je sais pas si en tout cas, c'est l'éducation, que ce soit scolaire ou à la maison, je ne sais pas. Mais je saurais même pas comment expliquer ça, mais il y a beaucoup trop de tard en fait. Beaucoup trop de tard et ça fait qu'on n'arrive pas à avancer comme on voudrait. Et je dis tout le temps, si je travaillais aujourd'hui avec des machines qui étaient programmées, je pense que Nanawax serait beaucoup plus loin que je suis aujourd'hui parce que la plupart des problèmes qu'on a à gérer, c'est ce genre de petits problèmes-là.
par rapport à la formation, par rapport aux choses logiques qu'il faut faire, par rapport au service client, des choses qui sont censées être basiques, que tu dois tout le temps reprendre, ce qui fait que tu te dis, mais si j'ai déjà ces dizaines d'employés à gérer sur toutes ces petites choses-là, quand est-ce que je vais avancer pour pouvoir faire d'autres magasins et ouvrir d'autres endroits? Parce que le plus simple à faire par rapport à moi, mon entreprise, c'est de faire une boutique. C'est-à-dire que trouver un local, aménager, faire la production, c'est super facile. Mais former le personnel et suivre le personnel, c'est 90% du problème, en fait. Et du coup, ça t'empêche d'avancer. Donc, je pense que c'est un truc qu'il faut revoir à la base et voilà, quoi. Comment fais-tu aujourd'hui pour gérer ton temps, sachant que tu as des boutiques dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Sénégal? Dans la mesure où tu décrivais là des problèmes liés à la gestion quotidienne du personnel, comment tu arrives à t'assurer d'un maintien des standards et de la qualité de service de ta marque? C'est une question de suivi journalier, en fait. Tu as pas d'autre choix. Et ce que j'ai eu à faire il y a quelques années, je pense que ça fait déjà 2-3 ans, c'est mettre des caméras dans toutes les boutiques pour pouvoir suivre ce qui se passe. Du coup, quand, par exemple, je donne un exemple, un client se plaint de ce qui s'est passé, on lui demande on regarde les caméras pour suivre et les employés savent qu'ils sont quand même surveillés, en fait. Et j'ai toutes les applications sur mon ordinateur, mon téléphone pour suivre à chaque fois. C'est toujours difficile quand tu n'es pas sur place parce que je suis plus souvent à Abidjan que dans les autres pays. Mais le suivi est compliqué, mais on essaie de faire comme on peut, en fait. Donc, on suit avec les logiciels qu'on a sur les ventes et puis avec les caméras, mais voilà, quoi. C'est pas le meilleur moyen, mais ça aide beaucoup pour se déplacer moins. Et est-ce que c'est possible de vraiment faire confiance quand on est un entrepreneur? Alors, déléguer d'une certaine façon, tu es obligé, puisque tu as des boutiques dans plusieurs pays, donc tu ne peux pas être partout et il y a forcément des personnes à qui tu demandes d'assurer une gestion en ton absence. Mais je reviens presque à ce qu'on disait au début. Quand on est un jeune entrepreneur, qu'on a en plus une expansion très rapide comme la tienne, est-ce que c'est possible de faire confiance ou est-ce que justement ça rajoute un élément de stress important? Oui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas faire confiance quand la personne ne te prouve pas que tu peux avoir confiance en elle. C'est-à-dire que tu mets quelqu'un en gérance que tu payes vraiment beaucoup, tu payes cher, et le jour où tu vérifies des choses, c'est mal fait. Donc, si tu vérifies 10 fois et que c'est 9 fois et demi mal fait, tu peux pas avoir confiance. Et à chaque fois, c'est ça. C'est pas une question, je pense pas que ça soit une question de, de l'entrepreneuriat africain. Je pense qu'en général, si c'était aussi facile des grandes entreprises où il y a les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs et tout, ils allaient pas travailler, ils allaient tout déléguer et pas travailler. Mais il faut toujours suivre les gens. Donc, tu peux pas faire confiance à quelqu'un à 100% pour toi-même, ton bébé que tu as créé. C'est pareil même pour les mères, je pense. Même si elles ont un enfant, même si elles ont la meilleure des nounous, elles vont jamais laisser à plein temps leur enfant avec la nounou en disant oui, elle va bien s'occuper, elle va bien l'éduquer. Il faut toujours quand même que tu sois là. C'est de l'aide, mais tu peux pas faire confiance à 100% aux personnes avec qui tu travailles. C'est pas possible. En tout cas, pour de l'expérience que j'ai, c'est pas possible. Là, on a parlé des contraintes et parfois même des éléments qui peuvent être perçus comme négatifs, mais il y a clairement de formidables opportunités sur le continent africain. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on assiste à une explosion de l'entrepreneuriat sur le continent. L'une des raisons, c'est l'émergence de cette classe moyenne aisée qui voyage, qui est ouverte sur le monde, qui a des standards élevés et justement qui correspond à ta clientèle finalement. Est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu sens ou est-ce que tu as senti au début, quand les choses ont commencé à marcher, que tu voyais ce groupe prendre de l'ampleur, de l'expansion, aussi bien sur le continent d'ailleurs qu'au niveau de la diaspora? Est-ce que tu voyais ça? Est-ce que tu t'es dit qu'il y avait une vraie opportunité sur ce segment? Ou est-ce que ça s'est fait de façon organique sans que vraiment tu te poses la question? Ça s'est fait de façon organique et je me suis pas vraiment posé la question, mais quand ça a commencé à prendre, je l'ai compris. Et aujourd'hui même, on va dire que je freine mon expansion parce que je veux pas, c'est pas une question d'aller trop vite. Aujourd'hui, si j'ai envie d'ouvrir 20 boutiques, je vais ouvrir 20 boutiques, mais je veux pas ouvrir et avoir à les fermer demain. Donc, depuis 2 ans, je pense que j'ai stoppé l'ouverture des boutiques pour pouvoir vraiment maîtriser déjà ce que j'ai avant d'aller ailleurs. Tant que tu maîtrises pas le petit que tu as, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, ça s'est fait vraiment de façon organique, de petit à petit, et j'ai appris sur le tas. Et
voilà, on appelle ça vraiment de la débrouille parce que j'ai pas eu de formation et tout. Je me suis vraiment débrouillée pour pouvoir arriver où j'en suis, même si j'ai pas été professionnelle ou que j'ai pas vraiment étudié tout ça. J'ai appris sur le tas et voilà. Je pose souvent à mes invités la question du financement, mais en général, cette question est surtout orientée sur le financement en amont d'un projet. Mais il y a un autre problème qui est celui du financement qui accompagne les entreprises pour leur permettre de réaliser leur potentiel. Et ça touche à des notions comme les besoins en fonds de roulement, avoir de la trésorerie, etc. Parfois, on voit des entreprises en Afrique, mais pas forcément seulement en Afrique d'ailleurs, mais en Afrique en particulier parce que c'est là où les sources de financement sont parfois limitées. On voit des entreprises qu'on considère comme étant des entreprises à succès déposer le bilan et tout le monde se pose la question de savoir ce qui s'est passé. Et très souvent c'est ça en fait. Donc toi, comment tu as fait pour accompagner le financement de ton expansion? J'ai réinvesti, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai gagné dès le départ jusqu'à aujourd'hui, ça a été que du réinvestissement. J'ai fait des prêts nulle part. Je me suis vraiment autofinancée et tous les bénéfices, je remettais tout dedans, je gardais rien. Je veux dire, quand j'ai ouvert mon entreprise, pendant 4 ans, j'avais pas de voiture parce que pour moi, acheter une voiture, c'était pas le point, par exemple. J'étais en taxi, j'étais en moto, j'étais en woro et voilà. Je réinvestissais tout. J'avais pas de maison, j'avais rien en fait. Donc j'ai tout réinvesti jusqu'à aujourd'hui où je peux me permettre de faire d'autres choses et d'épargner. Donc j'ai juste fait de l'autofinancement. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, les woro-woro, ce sont des taxis communaux à Abidjan. Je voudrais qu'on passe maintenant à un aspect important de ton image, c'est ton influence. Tu n'es pas une influenceuse telle qu'on l'entend sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est pas ton métier. Tu ne vis pas du sponsoring d'autres marques ou de financement externe, mais tu as une communauté solide, fidèle et engagée, et une influence que je qualifierais de réelle et mesurable. Je fais un petit clin d'œil en disant que tu as clairement eu un impact sur les ventes de champagne Bilcar Salmon en Côte d'Ivoire depuis que tu as dit sur les réseaux que c'était ton champagne préféré. Donc en quelques chiffres, tu as sur Nanawax 226 000 followers, sur ton Instagram personnel, près de 54 000 followers. Et tu as récemment créé 2 marques supplémentaires, Nana Home et Nana Cook, consacrées à la décoration d'intérieur, la cuisine et l'art de recevoir. Et sur ces marques, tu as un peu plus de 27 000 followers. D'abord, qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'influence? Pour moi, l'influence, c'est vraiment pouvoir impacter quelqu'un à changer ses habitudes, soit à découvrir de nouvelles choses, mais impacter une personne pour qu'elle puisse agir d'une certaine manière. C'est ça pour moi l'influence. Je pense que c'est la seule définition que je peux donner. C'est vraiment impacter les gens pour qu'ils puissent changer soit leur habitude, leur comportement et qu'ils puissent agir d'une façon différente en fait de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et est-ce que tu acceptes l'idée que tu as une influence, justement? Clairement, tu en as conscience. Qu'est-ce que tu penses du terme influenceuse? Est-ce que tu l'appliquerais à ce que tu fais? Je n'aime pas appliquer le mot influenceuse, mais je sais que j'ai beaucoup d'influence sur les personnes qui me suivent. Mais je n'aime pas ce terme parce que c'est un métier, en fait, pour des gens. Et moi, comme je dis, c'est pas mon métier. Ça me donne pas à manger. Je dépends pas des marques pour vivre en fait. Donc j'ai un point de vue différent et ça me donne le luxe de choisir comment je veux influencer les gens, pourquoi je veux influencer les gens. Parce que aujourd'hui, influenceur, c'est un métier et c'est un métier, je pense que en tout cas en Afrique francophone où je suis, déjà je pense que c'est pas vraiment reconnu et la plupart des influenceurs dont c'est le métier ne le font pas pour les bonnes raisons et ne le font pas, je pense, avec sincérité. Parce que justement, si tu dépends de quelque chose, tu ne peux pas avoir un avis objectif. Si tu dépends financièrement de quelque chose pour vivre, tu ne peux pas avoir un avis objectif en disant que tu fais parce que tu crois forcément à un tel ou tel produit. Je donne l'exemple de L'Oréal aujourd'hui. Par exemple, ils m'ont contacté pour beaucoup d'actions que j'ai refusé en fait. La seule que j'ai acceptée, c'est parce que je donne l'exemple du fer à lisser en question. Ce fer à lisser, c'est un fer que j'utilise moi-même depuis 2 ans. Je sais quelle action ça a.
je peux en parler. Mais je ne peux pas me lever et dire, voilà, par exemple, il y a un nouveau crayon ou il y a un nouveau gloss qui est sorti. Je veux dire, c'est le meilleur gloss du monde entier. Déjà, j'ai pas essayé 10 000 gloss dans ma vie. Je ne sais pas si dans 2 semaines, je vais faire, je sais pas, une allergie ou bien ça va être sec ou si ça, enfin, j'estime que quand tu ne maîtrises pas un produit, tu ne peux pas te permettre de le défendre et de pousser d'autres personnes à l'acheter juste pour avoir de l'argent, en fait. Je, c'est pour ça que je n'aime pas avoir le terme influenceuse parce que euh, c'est pas du tout ma manière de voir. J'estime que quand je ne maîtrise pas quelque chose, je n'ai pas vraiment testé quelque chose, que je ne crois pas à un produit, je n'en parle pas. Peu importe le montant qu'on va me donner, en fait. Ce que je veux rajouter aussi, c'est le fait de, même si tu as essayé le produit, je veux dire, par exemple, tu proposes une crème de visage aujourd'hui. Dans un mois, tu proposes une autre crème. Dans le mois d'après, tu proposes encore une autre crème. Mais j'estime que c'est une routine qu'on doit avoir. Je donne un exemple, hein. Tu utilises une crème, tu vas l'utiliser pendant 6 mois, 1 an. Tu vas pas changer de crème tous les mois, sinon à quel moment tu vois l'impact du produit, en fait? C'est un peu l'exemple que je donne. Mais ça s'applique pas, par exemple, aux vêtements. Vêtements, on peut y porter 10 000 marques, on peut changer de créateur, ça c'est pas un souci. Mais je veux dire, il y a certaines choses où on peut pas te dire d'utiliser un médicament aujourd'hui et de changer pour un autre la semaine prochaine juste pour la marque. Mais c'est quoi? C'est juste parce que tu reçois de l'argent que tu veux dire à quelqu'un de changer, ou c'est parce que tu y crois vraiment? Mais si tu y crois vraiment, ça veut dire que tu es quelque peu instable, parce que changer tout le temps de marque, de produit pour les mêmes effets, c'est quoi l'intérêt au final, en fait? Et c'est la partie de la sincérité là que je trouve que il y en a beaucoup qui sont faux et que je n'aime pas entre guillemets, qu'on me traite d'influenceuse, en fait, parce que la plupart que je vois, c'est vraiment pour le gain de l'argent qu'on fait certaines pubs, en fait. Ça devient vraiment comme Affida Turner, une go que je suis, dit, c'est devenu des vendeurs de téléachat. Et moi, j'ai pas envie d'être une vendeuse de téléachat, en fait. Parce que tous les jours, un nouveau produit, tous les jours, quelque chose de nouveau. Faut penser aussi à la poche des gens. Ils sont pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont influençables sur les réseaux, qui achètent juste parce que tel leur a recommandé et tout ça. Et au final, qui gaspillent de l'argent ou qui sont insatisfaits à la fin. Et moi, j'ai pas envie de ça pour les gens. Parce que si je recommande quelque chose, c'est parce que j'y crois vraiment et que ça aurait été une amie proche, je lui recommanderais ce produit comme je recommanderais en ligne à des gens qui me suivent que je ne connais pas. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas une dimension transactionnelle dans tes recommandations, est-ce que tu penses que c'est un des éléments qui a fidélisé ta communauté? Oui, je pense que c'est un élément qui a vraiment fidélisé ma communauté parce que ils savent que je ne le fais pas pour des raisons pécuniaires. Je ne le fais pas pour avoir plus de followers. Je recommande vraiment pas beaucoup de produits, mais vraiment uniquement les produits que j'aime pour de vrai et que j'aime beaucoup les choses de qualité, que ce soit en repas ou en vêtements et tout ça. Donc, si je recommande, c'est vraiment que j'ai essayé, que je trouve que, étant perfectionniste, je pense que le produit, par exemple, adhère à ce que j'aime et donc je vais en parler. Donc, ils savent que ils vont pas être déçus, en fait, de suivre mes recommandations. Tu dis souvent que tu n'as jamais fait de business plan, mais ça t'a pas empêché d'avoir une stratégie, notamment une stratégie marketing. La première chose, c'est que tu incarnes vraiment ta marque. Alors un peu moins maintenant, j'ai compris que c'était une décision délibérée de ta part, de te dissocier de l'image de Nana Wax. C'est la raison pour laquelle tu as maintenant plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Tu as un compte sous ton nom et d'autres sous le nom de tes marques. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de vouloir se distancer de la marque en termes d'image ? Justement, c'est par rapport au fait que je sois vraiment trop, moi, IT Maureen, je suis beaucoup trop associée à la marque. Parce que, ok, c'est moi qui ai créé ma marque, je suis l'image de ma marque et tout ça. Mais des fois, on assimile des choses de la marque à ma personne. Et vu que j'avais, par exemple, qu'un seul compte Nana Wax, je mettais les choses professionnelles dessus, mais aussi des choses personnelles. Je parlais de mes avis et tout ça. Et ce qui n'avait pas forcément rapport avec Nana Wax. Et même quand j'ai eu des bad buzz qui étaient parfois, enfin très rarement, hein, je pense que j'ai eu 2 bad buzz sur la marque même. Mais je veux dire, si j'en ai eu 100, j'ai eu 90% de bad buzz par rapport à ma personne. Et je me suis dit, je préfère faire un compte séparé pour que les gens distinguent, même si, bon, il y a toujours des gens qui assimilent Nana Wax à IT Maureen. Mais la plupart
comprennent que l'entreprise est différente de ma personne, de ma vie de tous les jours, de mes avis et des choses bien ou mal que je peux faire n'ont rien à voir avec mes boutiques et les vêtements que je vends en fait. Je vais rebondir sur cette expression de bad buzz, parce que je le disais, ta stratégie marketing est réelle, elle a été et reste principalement digitale. Tu maîtrises totalement les réseaux sociaux et tu utilises toutes les fonctionnalités, tu fais des lives, des stories, tu postes, tu fais des TikTok à mourir de rire. Enfin voilà, donc tu es très au fait des nouvelles fonctionnalités et tu les utilises au maximum de ce qu'elles permettent. Mais justement, quand on est exposé comme ça, on s'expose au positif comme au négatif. Et là, je ne parle pas des buzz générés par des désaccords avec des clients ou des éléments exogènes. Est-ce qu'à certains moments, tu n'as pas toi-même généré ce fameux bad buzz ou des choses un peu polémiques? Parce que je pense que tu sais au départ que quelque chose peut générer du buzz ou du débat. Est-ce qu'au départ, tu le fais en mesurant l'impact de ce que tu lances ou est-ce que parfois ça t'a prise de court? Au départ, vraiment, ça m'a prise de court. Surtout par rapport au bad buzz, ça m'a vraiment prise de court parce que des fois, je me dis, OK, c'est mon avis, c'est rien de grave, enfin, je dis ce que je pense et tout ça. Et vraiment, je ne maîtrisais pas et ça m'avait vraiment prise de court. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup trop forgée, j'ai eu beaucoup trop d'expérience et je veux dire, je vais utiliser le terme calculatrice, je suis beaucoup plus calculatrice, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc, je sais ce qui va faire polémique, ce qui va pas faire polémique, quelle image, quel texte et tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai une beaucoup plus grande maîtrise. Donc, si aujourd'hui un bad buzz arrive, je pense que ça sera 90% de moi-même, en fait. J'aurais vraiment généré ça. Mais vraiment, les bad buzz que j'ai eu avant, c'était pas du tout volontaire et je mesurais pas du tout l'impact que ça aurait, ce que j'allais dire, j'allais faire ou j'allais montrer. L'un des aspects dont on parle beaucoup dans les stratégies de marketing digital, c'est vraiment le storytelling, c'est-à-dire la capacité à raconter une histoire et impliquer ton audience dans la mission et les valeurs de la marque. C'est quelque chose que tu fais très bien puisqu'il y a une histoire derrière le nom de ta marque Nana Wax qui est inspirée des Nana Benz. Tu as une histoire familiale et j'allais dire affective avec le pagne. Tu as lancé d'autres marques depuis et tu impliques toujours activement ta communauté en créant une anticipation et en te mettant en scène. Est-ce que tu considères que cet aspect-là est aussi important que des aspects comme le design ou d'autres éléments centraux du processus créatif? Oui, c'est très important parce que quand je crée une entreprise, je veux que les gens comprennent d'où ça a commencé, qu'est-ce qui a motivé ça, pourquoi j'en suis arrivée là. Et quand je fais une entreprise, c'est parce que j'aime ça, je suis passionnée par ça et je veux que les gens comprennent que voilà comment ça a commencé, pourquoi exactement j'ai voulu faire ça, qu'ils comprennent que c'est pas juste il y a beaucoup d'entreprises que je peux faire juste pour de l'argent, pour gagner de l'argent, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne et qui puisse aussi aider les gens. Donc je vais raconter une histoire. Ça va être sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour que à la fin vous compreniez pourquoi je suis arrivée à cette étape. Donc c'est vrai que je maîtrise bien le storytelling, ça c'est vrai que je sais raconter les histoires. Du coup, quand je crée une entreprise, ça fonctionne parce que les gens se sentent vraiment impliqués. Et j'ai compris sur les réseaux que quand un follower se sent impliqué dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, il a beaucoup plus de facilité à avoir la même vision que toi et à t'aider à promouvoir, à t'aider à ce que la marque fonctionne, à acheter ton produit et à en faire la publicité lui-même en fait. Donc oui, pour moi c'est super important. Je peux pas me lever un matin en disant j'ai créé, je sais pas, j'ai créé une marque de chewing-gum comme ça. Je vais jamais sortir une marque de chewing-gum comme ça, une marque de fossiles juste pour sortir une marque de fossiles. En fait, l'entreprise, ça sera le bébé. Mais l'histoire, ça sera on va dire que ça sera comme une grossesse et un accouchement. L'accouchement, ça sera l'entreprise. Mais entre-temps, il y a eu plein d'étapes qui ont dû se passer pour que ça arrive. Et j'arrive à raconter ça. Et les gens suivent ça et comprennent. Et au moment où ça sort, ça fonctionne toujours. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Nana Wax. C'était vraiment pas voulu. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai raconté une histoire. Et au final, j'ai créé Nana Wax. Et donc, ça a pris. Et j'ai raconté cette histoire sur 3-4 ans. Et ça, quand j'ai ouvert Nana Wax, ça a pris. Et j'ai compris que c'était vraiment une bonne chose. Et du coup, que ce soit pour Nana Home, que ce soit pour Nana Cook ou pour d'autres entreprises que j'aurais à faire,
je vais toujours utiliser la même chose en montrant ce qui m'a poussé à arriver là, comment ça s'est fait, les étapes et tout, et ça fonctionne. C'est pas un storytelling inventé. Il y a des gens, par exemple, qui créent des entreprises, mais leur storytelling, c'est vraiment, je vais dire, du bullshit, quoi. C'est juste pour créer un truc, pour faire genre, on va dire aujourd'hui, éco-responsable, si ça, alors qu'en vrai, ils le sont pas vraiment. Je te donne l'exemple, par exemple, de Nana Wax. J'ai jamais voulu utiliser des sachets plastiques, même avant que ça soit à la mode, que les gens parlent d'écolo et tout ça, tout ça. Depuis que j'ai toujours utilisé des sacs réutilisables ou en craft ou recyclables et tout ça parce que c'est moi, je suis comme ça et même chez moi à la maison, je n'aime pas les sachets, je n'aime pas ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'image de moi que je transfère aussi dans mes entreprises et donc les gens se sentent impliqués et ça fonctionne. Donc, c'est vraiment, on va dire ma stratégie, même si c'est une stratégie que j'appelle stratégie naturelle, c'est pas inventé, c'est pas fake. Et c'est ce qui fait que je pense que ça fonctionne quand je crée des choses. On parlait donc d'influence un peu plus tôt. Tu soutiens plusieurs jeunes designers, tu portes leurs créations, tu les tags sur les réseaux sociaux en sachant que ça leur donnera un boost de popularité. Est-ce que ça veut dire que tu te vois maintenant un peu comme un mentor, quelqu'un qui peut aider, assister d'autres designers? Et est-ce que toi, tu as bénéficié de ce genre de soutien quand tu as démarré? Alors non, je ne me vois pas comme un mentor parce que je pense que le mentor, ça suit, ça conseille et tout ça. Non, je me vois comme un panneau publicitaire gratuit en fait. C'est comme ça que je me vois parce que je me dis, avec le nombre de personnes qui me suivent, ça ne me coûte rien à moi, enfin à part acheter mes produits, mes vêtements, d'aider si je peux aider en fait. Et c'est un soutien que moi personnellement je n'ai pas eu quand j'ai commencé. C'est vraiment quand Nana Wax a pris que les gens ont commencé à soutenir, mais ils m'ont pas soutenu au début. Et moi, il y a beaucoup de marques et dès que je vois qu'ils commencent, on me tague dessus ou si ça ou toute seule, je vais acheter. J'attends pas que la marque soit à la mode pour l'acheter, pour la faire connaître. Je soutiens vraiment beaucoup plus de les marques, que ce soit en vêtements ou autre chose, à leur début. Parce que je pense que c'est au début qu'il faut aider. Je vais imager ça en disant, c'est quand une personne comme moi qu'il faut l'aider à sortir de l'eau. C'est pas quand elle arrive déjà à nager, à patauger, à arriver presque au bord que tu vas venir te jouer au sauveteur en fait. Et moi je dis si je peux aider, j'aide et j'aide avec bon cœur. Je suis un panneau publicitaire mais je suis pas du tout un mentor parce que je pense que ce n'est pas dans mes capacités, dans mon caractère. J'ai pas cette patience là pour mentorer les gens, mais par contre pour les aider sur la visibilité de leurs produits, je le fais volontiers et sans rien demander en retour. Parlons maintenant d'une influence qui est plus sociale, plus caritative. Tu as eu des ennuis de santé l'année dernière qui ont nécessité une transfusion sanguine. Et de ton lit d'hôpital, tu as lancé une collecte de sang à Cotonou et à Abidjan. D'ailleurs, une collecte qui a eu énormément de succès puisque, on en revient toujours là, tu as une communauté engagée et forte. D'abord, pour que les auditeurs se rendent compte, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur la collecte en question et ce que ça a drainé comme nombre de personnes, par exemple? Pour la collecte de sang de Cotonou, ça a été organisé en 4 jours et il y a 500 personnes qui se sont déplacées en une après-midi, enfin en une journée, pour venir donner leur sang. Il y a eu plus de 500 personnes et on a récolté, je pense que le chiffre exact, c'était 384 ou 87 poches de sang. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui sont peut-être anémiés ou qui prennent des antibiotiques ou des femmes enceintes ou qui allaitent. Donc, ils sont venus, mais ils n'ont pas pu donner le sang, mais ils ont quand même récolté beaucoup de poches de sang. Et le Centre national de transfusion sanguine du Bénin, eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont jamais eu autant de gens qui sont venus en une journée pour donner du sang, que ça leur est jamais arrivé. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir aider les gens et de comprendre que j'avais un impact sur ces gens. Et quand ils te donnent les statistiques en te disant que 90% des gens qui sont venus donner leur sang, c'était la première fois, tu comprends vraiment que tu as vraiment un impact sur les gens parce que le sang, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter. C'est une chose qui se remplace dans le corps, mais qu'on ne peut pas acheter. Et pouvoir impacter les gens qui n'ont jamais fait ça, qui savent que ça existe, qui n'ont jamais fait ça, et pour toi, ils viennent donner leur sang, c'est là que tu comprends que tu as vraiment un impact sur les gens. Et ça, je me suis dit, si je peux, j'impacte les gens dans les achats, tout ça, c'est bien beau. Mais si je peux impacter des gens à sauver des vies, pour moi, c'est
vraiment la plus grande fierté que je peux avoir dans ma vie. Et d'ailleurs, tu l'as fait également au moment des grandes inondations à Abidjan en juin 2020. Tu étais intervenu sur les réseaux sociaux pour proposer de reloger des familles. Je crois que tu as couvert les frais médicaux d'une famille dont l'un des membres avait été emporté par les eaux. Tu organises également des arbres de Noël dans des orphelinats. J'entends que tu te dis, j'ai une influence et je vais l'utiliser pour faire du bien, mais je vais ramener ça au niveau de ton entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui créent une fondation rattachés à leur entreprise. Ils donnent une mission à la fondation et ils reversent une partie de leurs bénéfices pour financer des projets caritatifs. Est-ce qu'à terme, c'est quelque chose que tu veux faire ou est-ce que tu veux garder une autonomie dans ce domaine? Oui, c'est exactement parce que je veux garder une autonomie. Je veux être vraiment libre de faire des actions quand je le sens, en fait. Toutes les actions que je fais sont vraiment spontanées. Donc, j'ai pas envie d'avoir une association où je vais être obligée de faire ci, de faire ça, je n'aime pas être obligée. J'aime vraiment faire les choses avec le cœur. Et j'ai pas envie que ça soit rattaché à mon entreprise en disant oui, c'est une entreprise qui fait du social. Non, parce que les orphelinats et tout ça, les arbres de Noël, orphelinats, tout ça, je fais ça depuis que je suis étudiante. Avec les moyens que j'avais. C'était pas avec Nana Wax. Aujourd'hui, mes entreprises m'ont permis d'avoir plus d'argent pour pouvoir aider plus de personnes et mieux les personnes. Mais c'est pas l'entreprise qui fait ça et j'ai pas envie d'avoir une association ou quelque chose rattaché pour me donner une bonne image de mon entreprise. Non, c'est personnellement que je fais ça et vraiment spontanément. Sinon, beaucoup de gens me disent ça, crée une association, on va te donner des fonds, on veut aider, on veut mais j'ai pas envie en fait. Et la seule fois où j'ai accepté des fonds d'autres personnes pour faire les actions que je fais, c'était pendant la collecte de sang. Des gens se sont proposés en donner de l'argent, en donner des choses. Mais sinon, toutes les autres actions que je fais pour les orphelinats, les arbres de Noël et tout ça, c'est financé par moi-même à 100%. Pour moi, c'est tellement spontané et naturel que je peux pas en faire une association, en fait. Je pense, on dit jamais, jamais, mais pour l'instant, je me vois pas faire une association ou formaliser ça et me sentir obligée de faire certaines choses. Oui, donc on comprend qu'en fait, tu compartimentalises vraiment les choses parce qu'on parlait tout à l'heure du mental et du fait qu'il fallait être déterminé. Et en même temps, chez toi, ça cohabite en fait dans ta personnalité. Il y a vraiment deux colonnes distinctes. Une colonne business is business, un peu à l'américaine, et de l'autre, cette colonne caritative. Et pour toi, ce sont deux choses que tu considères comme totalement séparées en fait. Oui, pour moi, c'est vraiment séparé. Dans le business, ce que moi-même j'appelle, je suis un requin. Je suis froide. Je pense à mon business. Si j'ai pas d'intérêt commercial, je ne fais pas quelque chose. Et ça, c'est vraiment mon côté business. Mais si tu veux rentrer dans le côté social, c'est autre chose. C'est pour ça que je ne veux pas associer les deux. Tu viens dans mon magasin, c'est le business. Tu veux faire des affaires avec moi, c'est le business. C'est carré. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de sentiment dedans. Tu travailles bien, on te garde. Tu travailles mal, on te vire. Ça n'a rien à voir avec le côté social. Si je veux faire le côté social, je fais le côté social. J'ai une aptitude, même dans ma vie personnelle, à compartimenter les choses. Dans le travail, c'est le travail. Dans les amitiés ou dans le social, c'est différent et il y a rien à voir. Et je peux même aujourd'hui, moi j'ai cette capacité, travailler avec des amis de la famille et on peut se prendre la tête sur le côté professionnel. Et ensuite, si on doit s'amuser le soir, on doit s'amuser en week-end, on doit s'amuser en famille, j'aurai une attitude complètement différente parce que j'arrive à dissocier les deux mondes, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Ouais, ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, comme tu dis. Alors, on va terminer avec ta vision pour l'avenir, mais je vais commencer par quelque chose que je t'ai vu souvent dire sur les réseaux sociaux. Tu dis souvent Abidjan est le futur, et j'aimerais savoir ce que tu veux dire par là. Parce que j'estime que, bon, quand je dis Abidjan, ouais, c'est vraiment Abidjan. Je veux pas dire la Côte d'Ivoire parce que j'habite Abidjan. Il y a tout ce que je veux, en fait, de l'Europe. Il y a la mentalité. J'aime la mentalité. J'aime le développement de ce pays. J'aime les opportunités que ça t'apporte. J'aime le mindset. J'aime tout, en fait, d'ici. Et je trouve que c'est un pays, j'ai quand même fait beaucoup de pays dans ma vie. Et c'est un des pays qui englobe 80% de ce que j'aimerais. Si je dois, et on m'a posé une question une fois, on m'a dit, si tu dois être bloqué dans un pays un jour, genre pendant 10 ans sans voyager, ce serait où? Et pour moi, ça a toujours été la Côte d'Ivoire.
Je me dis, il y a le soleil, il y a les infrastructures dont j'ai besoin, les gens sont gentils, il y a enfin, les gens sont drôles. Enfin, j'aime ce pays sous toutes ses formes. Donc, pour moi, c'est le futur. Je trouve que si déjà en 2021, aujourd'hui, on est à cette étape de développement, de l'entrepreneuriat, c'est facile d'entreprendre ici. Que tu connaisses des gens, que tu aies des relations ou pas, que tu viennes d'une famille riche ou pas, en Côte d'Ivoire, tu peux réussir par ton travail, en fait. Et pour moi, je vois ça comme une ville comme New York où tu peux réussir même si tu connais pas les gens et tout ça, sauf que là-bas, il fait froid. Ici, il fait chaud, on a la plage, en plus, on a tout. Donc, pour moi, la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est le futur parce qu'il y a tout ce que moi, j'aime et je trouve que c'est un endroit où tu peux réussir même si tu connais personne, tant que tu fais du bon travail. Donc, voilà, c'est pour ça que j'appelle la Côte d'Ivoire le futur. Tu as souvent fait référence à Zara comme un modèle pour toi en termes d'expansion et de ce que tu formules comme vision pour ton entreprise. Donc je le disais, tu as Nana Wax, ta marque de prêt-à-porter. Tu as maintenant Nana Home, qui est une marque de décoration d'intérieur. Et Nana Cook, plus axée sur la cuisine et l'art de recevoir. Donc il y a quand même maintenant un spectre assez large de produits. Est-ce que c'est toujours ça ton ambition et est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu t'en rapproches ? Oui, c'est toujours ça mon ambition et je sens que je m'en rapproche. Nana Home, Nana Cook, oui, c'est des entreprises. Nana Home, c'est surtout par rapport au développement de l'immobilier que je veux faire. Nana Cook, ce serait pour une création du. En fait, je devais créer cette marque par rapport à des ustensiles que j'aime utiliser. Par exemple, j'ai beaucoup de vaisselle en bois. J'adore le bois, j'adore la transparence du verre et je voulais créer une marque et des produits dans cette thématique-là. Sauf qu'il y a eu le Covid, du coup, j'ai pas développé ça en 2020, mais c'est quelque chose que je veux faire. Et voilà. Et justement, en parlant du Covid, un autre axe de développement pour toi en 2021, je crois que c'est la vente en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire quels sont tes projets ? Alors, la vente en ligne, je sais pas, j'ai eu beaucoup de blocages avec ça. J'ai payé plusieurs entreprises reconnues. J'ai dépensé des milliers d'euros pour avoir un site internet vraiment bien fait, mais je sais pas, ça a jamais pu se faire. Il y a toujours eu des blocages et tout ça. Mais moi, j'aimerais vraiment développer la vente en ligne, surtout à cause du Covid, parce que pendant le Covid, je pense que enfin, on n'est pas encore à la fin du Covid, mais entre le début du Covid et maintenant, mon chiffre d'affaires de vente en ligne, que ce soit par le site Africrea ou par des moyens, par WhatsApp et tout ça, c'est multiplié par 10 en fait. Et je pense que la vente en ligne, c'est vraiment le futur. Au début, j'avais pas conscience de ça. Je me disais non, les boutiques c'est mieux et tout ça, mais c'est beaucoup plus facile de vendre en ligne. Tu as beaucoup moins de charges et déjà tu as beaucoup moins de charges. Tant que c'est bien organisé, les envois et tout ça, ça te diminue beaucoup tes charges et c'est facile de vendre en ligne. Moi, ce que j'aimerais dans un futur proche, c'est de pouvoir développer un vrai site internet et pouvoir vendre tous les produits en ligne et quitte à même réduire le nombre de boutiques que j'ai ou ouvrir moins de boutiques. Au départ, je voulais vraiment ouvrir beaucoup de boutiques parce que, comme je disais, mon exemple, c'est Zara et tout ça. Mais aujourd'hui, la vente en ligne te permet de ne pas forcément ouvrir 100 000 boutiques. Tu peux en avoir quelques-unes, mais vendre beaucoup plus en ligne et avoir quand même des showrooms ou des spots, mais pas multiplier les spots, ce qui va augmenter ta marge en fait sur les bénéfices. La gestion sera beaucoup plus facile. Mais qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de créer un site marchand qui fonctionne ? Est-ce que c'est lié à la dimension Afrique ? Je pense que c'est quand même lié à la dimension Afrique parce que un des premiers problèmes que j'ai eu, c'est que à l'époque où j'ai payé pour qu'on fasse mon premier site, c'était pas les sites préfaits où tu mets juste les photos. C'était vraiment la création d'un site en entier et les banques au Bénin n'avaient pas encore l'option de pouvoir intégrer les paiements sécurisés. Et vu que mon entreprise était installée que en Côte d'Ivoire et au Bénin, je ne pouvais pas, j'avais pas de société en France pour qu'une banque se rattache au paiement sécurisé sur mon site. Donc, ça avait déjà créé un gros problème et ça va pas été possible. Ensuite, ça a été possible, mais je vais pas dire que j'ai été arnaquée, mais je veux dire payer des millions de francs CFA et avoir un site qui est préfet alors que c'est un site qui était censé être créé de A à Z,
qui était censé être, je sais pas comment ils appellent ça, programmé et tout ça. Enfin, à chaque fois, j'ai eu des soucis par rapport à la création de sites internet et du coup, j'ai lâché l'affaire pour le moment. Mais c'est clairement un axe de développement important pour toi. D'ailleurs, une question. Aujourd'hui, est-ce que tu vends toujours principalement sur le continent africain ? Parce que quand tu faisais tes ventes privées, tu vendais aussi bien au Canada qu'en France. Aujourd'hui, la répartition géographique de ta clientèle, quelle est-elle ? Est-ce que le continent, c'est vraiment la majorité de ta base de clientèle ? Dans les boutiques, oui, la majorité, c'est la clientèle africaine. Par contre, sur le site internet, la majorité, c'est la vente aux États-Unis. Je pensais même que ça allait être en France, en Europe, mais c'est aux États-Unis qu'on vend beaucoup plus que même en Europe. Donc, je pense que là-bas, comme dans les mentalités, ils achètent facilement en ligne, ils font ça depuis, c'est naturel pour eux. Plutôt que en Afrique, surtout que les services d'envoi ne sont pas très, très bien structurés ici et pas encore très au point comme en Europe ou en Amérique. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne plus en Amérique que ici. Donc on retiendra que ton axe principal de développement, c'est la vente en ligne, que c'est quelque chose sur lequel tu vas te pencher cette année et à l'avenir, et puis que la Côte d'Ivoire est le futur, ce qui nous fait plaisir à tous. Je te remercie beaucoup, Maureen, pour ton temps et ta transparence dans cet entretien. Merci beaucoup. De rien. Merci à Maureen Haïté pour son franc-parler et sa candeur dans cette conversation. Je voudrais également remercier les personnes qui ont œuvré dans l'ombre pour permettre l'enregistrement de cet épisode. Si vous ne connaissez pas encore les produits de Nanawax, je vous invite à vous connecter sur les réseaux sociaux pour découvrir les créations de Maureen. Je mettrai toutes les références sur le site internet d'entre elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans 1 mois pour notre prochain épisode en français.